Bonjour à tous. Je vois qu'il est maintenant 10 heures. On va pouvoir commencer ce webinaire. Tout d'abord, merci beaucoup d'être tous connectés et d'être présents. Nous allons donc vous parler de l'état des lieux des relations publiques en 2020. Donc Stéphanie et moi allons présenter les évolutions et les bonnes pratiques dans ce secteur. Bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Moi, je suis Stéphanie Laurent et je travaille dans un cabinet de conseil en communication qui s'appelle Dentsu Consulting, qui fait partie du groupe Dentsu Aegis Network. Moi, je suis Clélia Travaillé, je suis marketing officer chez Talkwalker. Je m'occupe de toutes les activités marketing liées au marché francophone, la France, le Luxembourg et la Belgique. Donc pendant ce webinaire, nous l'avons articulé en 4 parties. Tout d'abord, nous allons vous expliquer la perception des relations publiques en 2020. Ensuite, le rapport entre l'ERP et le marketing d'influence, puis l'utilisation des outils de social listening par les professionnels d'ERP et les métriques essentielles utilisées par ces professionnels. Déjà, pour vous resituer, pour ceux qui ne connaissent pas Talkwalker, nous proposons un outil de veille et d'analyse du web et des réseaux sociaux à destination de plus de 2000 marques et agences présentes partout dans le monde. Nous avons des bureaux, donc 6 bureaux dans le monde, à San Francisco, New York et Luxembourg, puisque nous sommes une entreprise luxembourgeoise. Nous avons donc une équipe de 350 experts composés d'ingénieurs, de data scientists qui travaillent tous les jours pour améliorer l'outil, qui soit de plus en plus innovant. Nous sommes spécialisés donc, dans la protection des marques. Nous permettons aux entreprises et aux agences de protéger leurs marques, de mesurer leurs campagnes et de les promouvoir. À l'occasion de ce webinaire, nous nous sommes basés sur un rapport que nous avons créé avec YouGov. Donc, c'est un rapport sur l'état des lieux des RP en 2020. Nous avons donc interrogé un panel de 370 répondants, professionnels des Marcom, présents dans 82 pays à travers le monde. Comme exemple, on peut donner l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, encore l'Espagne. Nous avons élaboré des entretiens en ligne via un panel de YouGov et notre base de données Talkwalker à travers de questionnaires quantitatifs structurés. Donc pendant ce webinaire, on va se baser sur cette étude-là, qui est disponible d'ailleurs sur notre site. La première question que nous nous sommes posée, c'est quelle est la perception des relations publiques en 2020 ? Donc Stéphanie va nous donner son point de vue des définitions des relations publiques et la définition officielle et son point de vue là-dessus. Avec plaisir. En fait, on a trouvé différentes définitions des relations publiques, mais ce qu'on peut surtout constater au-delà de ces définitions de ce que sont les relations publiques aujourd'hui, c'est que c'est surtout un métier qui a énormément évolué dans le temps et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, à mon sens, il y aurait plus de sens à parler de relations avec les publics. Parce que aujourd'hui, la relation qu'une entreprise, qu'une organisation, quelle qu'elle soit, peut avoir avec ses publics, elle est clé, mais qu'en même temps, si le métier des relations publiques a évolué, c'est aussi parce que de plus en plus, les publics auxquels l'entreprise s'adresse sont interconnectés, ils se parlent entre eux. Ça va très vite, hein, avec l'explosion des réseaux sociaux, effectivement, les silos sont tombés et l'information circule, qu'elle soit vraie d'ailleurs ou fausse, elle circule très très vite. Hein. On est dans l'univers de l'instantanéité. Et finalement, les publics de l'entreprise sont eux-mêmes des créateurs de contenu. Le journaliste n'a plus le monopole de l'information. Donc, les publics de l'entreprise vont arriver à se forger une opinion relativement rapidement à propos d'une marque, à propos d'un sujet. Et quand on travaille au FP et que notre rôle, c'est de préserver ou de construire la réputation d'une marque ou d'une entreprise, bah, finalement, bien comprendre comment nos publics interagissent entre eux, quels sont leurs sujets d'intérêt, quelles sont les questions qui se posent, bah, c'est essentiel. Et puis aussi, ce qui est essentiel, c'est bien comprendre finalement quels sont les
personnes, les influenceurs qui vont influencer nos publics finaux et quels sont les leviers que nous, au RP, on va pouvoir partager et on va pouvoir utiliser. Donc aujourd'hui, les relations publiques, ce sont vraiment les relations avec le public et comme on va le voir ensuite, il y a vraiment différents leviers activables. Si tu veux bien juste passer. Ah, voilà. Ouais, c'est justement de ça en fait que votre. Ouais, mais non, mais c'est super parce que finalement, le rapport qui a été fait là par Talkwalker avec YouGov le montre très bien. C'est que aujourd'hui, les relations publiques, c'est plus simplement les relations presse et puis l'événement avec quelques publics un peu clés de l'organisation. Ça va être la gestion des médias sociaux pour 77% en fait des professionnels interrogés. La gestion des réseaux sociaux, elle tombe dans l'escarcelle des relations publiques. Ça va être le marketing de contenu et puis ça va être le marketing d'influence dont on va parler juste après. Et puis même parfois, c'est le plus mineur, mais le SEO. Donc si on parle juste de marketing de contenu, en fait, aujourd'hui, la difficulté que l'on va rencontrer, c'est que quand on est aux relations publiques d'une entreprise ou en agence, ça va être de capter l'attention de nos publics parce que on est dans un contexte de surcharge de l'information et que finalement l'enjeu de toucher véritablement le public, c'est clé et finalement les marques elles se livrent une véritable guerre de l'attention. C'est pourquoi en fait le storytelling d'un sujet est devenu clé parce que tout ce qui va pouvoir faire en sorte qu'on retienne l'attention de nos publics devient clé. Et donc, le storytelling du contenu, la façon dont on va angler un contenu, les messages qu'on va faire passer, c'est essentiel. Et c'est pour ça que ça tombe également dans l'escarcelle des relations publiques. C'est pas pour rien que dans le rapport, 77% des professionnels des marcom disent que pour eux, le marketing de contenu, c'est une offre de relations publiques. Donc, aujourd'hui, c'est ça aussi les relations publiques. C'est plus simplement un communiqué de presse, c'est voilà, c'est de la création de contenu audio, visuel, écrit et surtout storytelling anglais qui s'adresse, qui est adressé sur les bons canaux et parfois en passant par des influenceurs comme on va le voir ensuite. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé de la nouvelle perception de rôle des RP, mais également, là, on peut faire le lien avec un buzzword de 2020 qu'il était également l'année dernière, mais c'est le marketing d'influence. Donc, Stéphanie va nous expliquer d'abord ce qu'est le marketing d'influence, vraiment son point de vue par rapport, en tant qu'experte du secteur, comment on se positionne maintenant en tant que professionnel des RP, quel est vraiment notre rôle dans ce secteur qui est quand même tout particulier. Ici, vous avez une définition du journal du Community Manager qui dit que le marketing d'influence, c'est l'influence marketing, donc l'ensemble des techniques qui tendent à user de la force de la recommandation ou de prescription des influenceurs. C'est en quelque sorte la capacité de créer des prescripteurs ou des ambassadeurs pour sa marque. Donc, Stéphanie, je te laisse donner ton point de vue là-dessus. Ouais, rapidement parce que on va en parler plus longuement ensuite, mais en fait, le marketing d'influence, c'est une part bien précise de l'influence au sens général, c'est-à-dire que aujourd'hui, on voit qu'est-ce qui peut nous influencer tout à chacun, ça va être l'avis d'un expert, ça va être un article qu'on va lire, ça va être je sais pas, quelqu'un que l'on connaît dans son entourage qui va nous parler d'un sujet. Mais en fait, le marketing d'influence, ça concerne vraiment ce qu'on appelle donc les influenceurs. Ce sont les personnes influentes, mais qui sont sur les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle d'influence, souvent, en fait, on se dit, l'influence, c'est le marketing d'influence. Et en fait, non. Le marketing d'influence, c'est vraiment spécifique. C'est comment, grâce à une stratégie qui vise des influenceurs, je vais pouvoir et qui visent des influenceurs et leur capacité de recommandation, comment je vais pouvoir donner de la visibilité à ma marque ou à mon entreprise. Également, là, vous voyez une capture d'écran d'un projet réalisé avec Talkwalker où on voit des influenceurs Instagram classés
en fonction de leur reach potentiel. Ouais. On va en parler Et après. Ouais, Oui. justement, c'est ce que je disais, et on l'a détaillé un petit peu sur le slide suivant, c'est que aujourd'hui, il y a des différentes personnes qui peuvent être influentes quand on fait de la communication. Ça va être une personne influente, ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, mais qui est extrêmement présent dans les médias ou qui qui intervient dans des ouvrages de référence. Ça peut être, on va dire un expert. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les gens qui sont influents et qui s'expriment sur les réseaux sociaux et que l'on appelle donc les influenceurs. Enfin, si tu veux bien même passer au slide suivant, oui. si ça ne se dérange pas. Pas du tout. Et finalement, c'est que le digital a un peu déformé effectivement la vision qu'on avait de l'influence. Donc, on distingue bien la stratégie d'influence et le marketing d'influence qui s'adresse aux influenceurs. L'influenceur sur les réseaux sociaux, ça va être un leader qui prend la parole sur une thématique précise, qui le fait de manière très active via le web et qui va influencer les comportements sur un univers donné parce qu'en fait, cet influenceur a la capacité à engager son audience, à interagir fortement, enfin l'audience interagit fortement avec les contenus de l'influenceur. Et d'ailleurs, on le verra hein, quand on mène une action de marketing d'influence et qu'on doit mesurer, souvent les RP vont regarder au-delà de l'audience de l'influenceur son taux d'engagement, c'est-à-dire sa capacité à engager sa communauté et sa capacité à faire en sorte que les contenus soient partagés, likés, enfin qu'il y ait une véritable interaction. En tout état de cause, cet influenceur, il est toujours reconnu comme un expert hein, par sa communauté. Mais en fait, enfin, si tu veux ajouter quelque chose, Clélia, là-dessus ou... C'est ce que... non, je pense que tu as à peu près tout dit. Enfin, tu as bien expliqué la chose. On le voit bien dans ton illustration là, sur cette slide. Vraiment, la différence entre la considération d'un influenceur et réellement ce qu'est être influent, quoi. Mais c'est hyper important parce que en fait, l'influence, c'est pas avoir une très grosse communauté. On va le voir ensuite. En fait, il y a différents profils hein, d'influenceurs. Exact. Et quand on monte une stratégie de contenu, c'est intéressant véritablement de considérer l'ensemble de ces profils en fonction de ce qu'on veut, de nos objectifs, de ce qu'on veut arriver à faire. Donc, c'est vraiment mettre en place une stratégie cohérente. On va vous l'expliquer. Voilà. En fait, vous le savez peut-être, mais quand on parle d'influenceurs, hein, et donc ça va être l'ensemble des sites qu'il va falloir considérer quand vous montez une stratégie de marketing d'influence. Vous allez regarder les méga influenceurs, c'est les plus connus, ils ont plus d'1 million de followers. Donc ils ont une communauté très très large, mais en fait quand on regarde de plus près, leur taux d'engagement est pas très élevé. Donc effectivement, cette communauté les suit, mais leur capacité à engager avec la communauté est pas très fort. Ensuite, on a une autre catégorie d'influenceurs qui est intéressante. Ce sont ce qu'on appelle les macro-influenceurs. Ce sont des influenceurs qui ont entre 100 000 et 1 million de followers. Eux, ils sont intéressants parce qu'ils ont un taux d'engagement qui est 2 fois plus important que les méga-influenceurs. Et puis ensuite, on descend encore d'un cran et on va retrouver 2 autres catégories. Les micro-influenceurs. Alors, les micro-influenceurs, ils sont intéressants dans ce sens que parfois, sur des thématiques données, on va se dire, mais en fait, je dois faire une stratégie de contenu, par exemple, dans le secteur littéraire. Je travaille pour la FNAC et on doit promouvoir un événement, je veux engager des influenceurs, je vais aller regarder. Et finalement, les influenceurs sur lesquels je tombe n'ont pas des communautés de dingue. Mais en fait, ils n'ont pas des communautés de dingue parce qu'ils sont dans la catégorie des micro-influenceurs. Mais ce qu'il faut surtout considérer, c'est que quand on regarde comment est constitué l'écosystème sur l'univers, on va dire littéraire, en fait, on se rend compte que c'est une agglomération de plusieurs communautés très spécifiques
il y a la communauté de la BD, il y a la communauté de la fantasy, il y a la communauté de la science-fiction, il y a la communauté du roman policier. Et donc, en fait, si votre influenceur BD, il a moins de 100 000 followers, c'est pas qu'il n'est pas influent, c'est qu'en fait, sa part de voix au sein de sa communauté, qui est elle-même pas très grande, est extrêmement importante. Donc, les micro-influenceurs, on pourrait assez vite se dire, bah, c'est pas très intéressant. Et en fait, c'est intéressant parce que eux, ils ont des taux d'engagement 3 fois plus importants que nos méga influenceurs. Et puis après, on a des nano-influenceurs et eux aussi, il ne faut pas les mettre de côté parce que parfois, sur des thématiques encore plus précises, ils sont hyper efficaces. Je vous ai mis quelques exemples en fait sur le slide après pour que vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc là, en l'occurrence, sur le cas de la FNAC, je commence par la fin, c'est l'exemple en littérature. Par exemple, vous avez une jeune femme qui s'appelle Caroline Doudet. Elle est influenceuse sur l'univers en fait, de la littérature. Elle a un blog qu'elle nourrit depuis de nombreuses années. En fait, elle fait des critiques des livres qu'elle lit et qui sont plutôt assez intelligentes. Mais elle a une communauté, quand on regarde sur ces différents réseaux sociaux, qui ne va pas très loin. Mais en fait, quand on monte un événement culturel, c'est extrêmement intéressant d'avoir Caroline. Et en fait, sur un événement culturel, ce qui est intéressant, c'est d'avoir Caroline Doudet, peut-être pour cibler une communauté littéraire, on va dire classique, et puis dans sa stratégie de marketing d'influence, d'identifier d'autres influenceurs, un influenceur en BD, un influenceur en science-fiction, un influenceur en roman policier. Ils ont chacun peut-être 20 000 ou 50 000 followers, mais en fait, agrégé, vous allez arriver à cibler l'ensemble des communautés sur l'univers littéraire et au final une certaine quantité de personnes. Dans un autre registre. Oui, excuse-moi Clélia, vas-y. Non, vas-y, poursuis. Non, mais je disais, voilà, dans un autre registre. Donc, bon, les méga influenceurs, on les connaît tous. Hein, là, j'ai pris l'exemple sur Instagram, c'est Norman, Enjoy Phoenix, Cyprien, qui ont tous entre 4 et 6 millions d'abonnés. Donc, le sujet, là, c'est plutôt combien ça coûte de travailler avec eux. Parce qu'en général, on verra après, mais la question des budgets, elle se pose en RP tous les jours. Il y a des catégories en dessous, je vous ai mis un exemple pour les macro-influenceurs, par exemple dans les mamans influentes. Vous êtes une marque de produits pour bébés, toucher les mamans dites influentes sur les réseaux sociaux, c'est intéressant. Et vous avez des macro-influenceurs. Là, j'ai mis l'exemple de Babichou Family. Elle a près de 700 000 abonnés sur YouTube, près de 400 000 sur Instagram. Et enfin, je terminerai avec un exemple de micro-influenceurs dont vous avez peut-être pu voir ou entendre parler parce qu'il y a eu le salon de l'agriculture il y a 2 semaines. Ce sont des gens en fait qui au début étaient très très éloignés des réseaux sociaux puisque ce sont des agriculteurs et qui en fait ont bien vu que l'opinion publique critiquait de plus en plus l'agriculture, qu'il y avait énormément de fausses informations, d'incompréhension qui circulaient. Et donc, il y a quelques années, les agriculteurs se sont emparés des réseaux sociaux pour montrer en fait la réalité de leur métier. Et aujourd'hui, il y a une communauté assez puissante en fait d'agriculteurs qui sont sur les réseaux sociaux. Alors c'est pareil, quand vous regardez chacun d'entre eux, ils n'ont pas des communautés dingues, mais en fait ils montent en puissance. C'est-à-dire moi je les suis depuis maintenant plusieurs années et je vois en fait leur communauté qui s'élargit. Et là, à l'occasion du salon de l'agriculture, des agriculteurs comme agri-youtubeurs ont été interrogés dans les médias, donc sont devenus vraiment de véritables experts porte-parole sur les sujets. Donc, quand vous êtes une marque qui avait à faire, hein, je vais dire, ou à travailler sur le registre de l'agriculture, que ce soit parce que vous vendez des machines-outils ou que vous travaillez dans le domaine de l'assurance, eh bien, travailler avec ces gens-là, avec ces influenceurs-là, ça peut être très intéressant. Ils sont extrêmement légitimes auprès de leur communauté. Et puis surtout, vous n'êtes pas dans une logique de
de partenariats payants comme vous le seriez avec des méga influenceurs ou des macro influenceurs. Ah, merci beaucoup pour ces exemples. Je pense qu'ils donnent vraiment une image de ce que vous pourriez mettre en place en fait pour vos clients ou même pour votre entreprise. Ça dépend vraiment de votre stratégie et de votre secteur d'activité. L'essentiel, c'est de pouvoir identifier ces influenceurs et de vraiment connaître leur portée en fonction de, bien sûr, vos objectifs. On le voit dans ce qu'on va expliquer après. Voilà, prochaine slide. Donc, pour revenir au rapport, on a étudié vraiment les principales façons dont les professionnels des relations publiques collaborent avec les influenceurs. Donc, vraiment, comment, en moyenne, quelle est leur stratégie pour échanger avec eux et pour mettre en place des partenariats. Généralement, c'est au travers de jeux concours, de cadeaux, de réductions, d'événements, de marketing d'affiliation, mais également d'achats de social media ou encore au travers de vidéos. Ici, vous pouvez voir les différentes typologies d'influenceurs RP qui engagent le plus. C'est assez étonnant de voir que ceux qui engagent le plus, ce sont les influenceurs B2B, mais également à 30% les influenceurs tech et les influenceurs dans la mode. Donc, on pourrait penser que ce sont les influenceurs dans la mode qui sont les plus engageants, mais non. Donc, ça peut être intéressant pour votre stratégie. Ben, c'est complètement raccord, Clélia, avec ce que je disais avant. C'est-à-dire que si tu travailles, par exemple, dans le domaine agricole avec des influenceurs agriculteurs, ils ont des communautés qui sont extrêmement engagées, qui les suivent. Donc moi, ce chiffre de 52% B2B ne m'étonne pas. Par exemple, une marque comme Michelin, qui fait donc des pneus, mais qui, voilà, une marque que tout le monde connaît, travaille avec des influenceurs dans le domaine agricole pour voilà, promouvoir son offre dans le domaine du pneu. Et puis, il y a aussi une façon de travailler avec les influenceurs qui n'est pas forcément évoquée là, mais c'est la création de contenu, la co-création de contenu. C'est-à-dire que de plus en plus, quand même, le grand public, enfin les gens qui suivent les influenceurs connaissent les mécaniques, savent comment ça fonctionne. Et en fait, plus une marque laissera, j'allais dire, l'influenceur libre de créer du contenu à propos de la marque, mieux ça passera et plus ce sera légitime aux yeux de la communauté. Si dans votre stratégie de contenu, vous avez l'ambition de développer le contenu et juste de le faire relayer par l'influenceur, en fait, ça marchera beaucoup moins bien. Il vaut mieux être dans une logique de co-création pour être sûr que le contenu sera bien en phase avec la ligne éditoriale de l'influenceur tout en respectant les messages que vous voulez faire passer. Et il générera plus d'engagement. Ouais, clairement. Tout à fait. Donc ici, vous pouvez voir la répartition des plateformes utilisées par les influenceurs, donc en B2B et en B2C. Comme vous pouvez le voir, par exemple, on peut donner l'exemple de Instagram qui est davantage utilisé dans le B2B, mais il n'y a pas une très grande différence non plus avec en B2C, pardon, il n'y a pas une grande différence avec le B2B. Pareil pour Twitter. On voit que c'est 46% en B2B, 46% en B2C. Donc l'essentiel, bien sûr, là je vous donne une répartition, l'utilisation des plateformes en fonction du B2B ou B2C, mais l'essentiel pour un professionnel DRP, c'est de savoir utiliser son canal de communication. C'est que c'est très intéressant de communiquer à travers tous les canaux, mais il faut vraiment utiliser une prise de parole différente en fonction de chaque réseau social. Chaque réseau social est différent et la prise de parole n'est vraiment pas la même. Et notamment, Stéphanie m'avait parlé du fait que les professionnels DRP ne doivent pas oublier de, par exemple, communiquer sur LinkedIn. Ça peut être très pertinent. Ouais, en fait, LinkedIn, on a un peu tendance à le mettre de côté. Et finalement, sur LinkedIn, il y a aussi des influenceurs. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le Top Voice que LinkedIn sort tous les ans, hein, où ils font le classement en fait des personnes influentes sur leur réseau. Et puis, toujours vous interroger quand vous montez une stratégie de contenu, si elle est institutionnelle, de quelle manière vous pouvez publier des articles sur LinkedIn qui vont toucher aussi voilà, les influenceurs sur ce réseau-là. On pourrait en faire une présentation à part entière. Oui. Mais en tout cas, c'est un réseau qu'il ne faut pas oublier. Exact.
Ensuite, donc, je vais vous parler de l'utilisation des outils de social listening, donc des outils comme Talkwalker, par les professionnels DRP. Donc, au travers de notre étude, nous avons vraiment interrogé les professionnels des AirCom sur comment réellement ils utilisent des plateformes de social listening aujourd'hui. Donc d'abord, on peut remarquer que la première façon dont ils utilisent ces outils, c'est pour mesurer vraiment leurs actions. Donc l'action vraiment de mesure. Donc en 64%, ils mesurent davantage, enfin ils utilisent un outil pour davantage mesurer leur campagne événementielle ou la performance des relations avec les médias, mais également pour générer des rapports mensuels qui peuvent être envoyés automatiquement grâce à la plateforme, également l'analyse concurrentielle et le benchmarking. Mais aussi, donc la deuxième façon dont vous pouvez utiliser un outil de social listening, c'est pour protéger votre marque. Donc, la protéger d'une éventuelle crise, pour gérer sa réputation, mais également pour savoir d'où ça vient et savoir le monitorer et l'identifier en temps réel. Ça, vous pouvez grâce à Talkwalker. La plateforme vous sert également à promouvoir votre marque, donc augmenter sa visibilité, savoir où elle se positionne par rapport aux concurrents pour pouvoir communiquer vraiment au bon moment, mais également pour faire des actions de newsjacking. En fait, avec Talkwalker, vous allez pouvoir identifier ce qu'on appelle les signaux faibles. Quand vous avez un sujet sensible, vous paramétrez en fait une requête sur l'outil et ça vous permet quand même très en amont d'identifier l'émergence d'un sujet qui pourrait potentiellement devenir un sujet de crise et donc de le gérer suffisamment en amont pour que ça ne devienne pas un sujet de crise. Exact. Donc, on a également étudié ce que les experts recherchent dans un outil de social listening. Donc 3 choses. La première, c'est l'analyse des tendances sur les thèmes émergents. Donc, l'analyse des tendances, ce n'est pas réservé qu'au métier du marketing. C'est également très important et essentiel pour un professionnel DRP, tout simplement pour pouvoir adopter la bonne prise de parole, le bon storytelling, comme ce qu'expliquait Stéphanie avant, savoir communiquer de la bonne manière au bon moment, aux bonnes personnes. Et la deuxième chose, c'est la couverture de tous les canaux. Donc, comme ce que je vous expliquais avant, savoir communiquer aussi bien sur LinkedIn que sur Instagram, mais à chaque fois, la prise de parole est différente. Hein. Mais la troisième chose, c'est une plateforme facile d'utilisation, en particulier pour créer des rapports. Car oui, les professionnels des RP ne passent pas donc, la entière journée sur une plateforme comme Talkwalker. Ça ne fait pas partie de l'entièreté de leur mission. C'est une partie de leur mission pour vraiment une partie de leur délivrable. Quoi. Donc, Talkwalker est vraiment facile d'utilisation. C'est ce qu'expliquait Stéphanie. Vous pouvez programmer des rapports, vraiment cartographier vos influenceurs comme ce que je vous ai montré avant. Et comprendre les tendances, la pertinence de votre hashtag, par exemple. Comme ce qu'on disait aussi avant, le principal défi des professionnels DRP, c'est le budget. Il faut pouvoir prouver l'importance de votre campagne, donc les mesurer. On va vous l'expliquer juste ensuite, mais voilà, ce qu'a prouvé le rapport, c'est que le principal frein qui empêche votre entreprise d'investir dans un outil de veille, c'est la contrainte budgétaire. Ouais. Alors que de plus en plus, le métier DRP est amené à justifier en fait l'impact de ses actions. On parlait tout à l'heure du taux d'engagement sur les influenceurs. C'est vrai que quand on va confier un budget RP pour mener une action de marketing d'influence, la première question qui va se poser, ça va être la question du KPI, enfin du ROI d'abord, hein, et puis du coup des indicateurs. Qu'est-ce qui va me permettre de mesurer que mon action a été efficace et comment je vais pouvoir mesurer le ROI. Donc, les professionnels vont regarder certains critères et effectivement le taux d'engagement. Ce qu'il faut savoir, c'est que après, avec des outils comme Talkwalker, il y a une multitude d'indicateurs que vous pouvez utiliser et notamment, vous pouvez même parfois construire vos propres indicateurs pour mesurer et justifier quelque part la pertinence de vos actions. C'est exactement ça. C'est vraiment prouver la pertinence et l'importance de vos campagnes.
Donc, vous pouvez, on va l'expliquer juste ici dans cette partie-là. L'essentiel, c'est de pouvoir expliquer à vos clients, vos parties prenantes et à votre direction, même à vos équipes, hein, ou tout simplement à votre collègue, votre meilleur ami, vraiment en quoi est-ce que vos campagnes sont efficaces, à quoi elles servent. Donc là, vraiment, c'est le rapport qui l'a prouvé. La première métrique qui est mesurée, c'est l'engagement. Donc ça, c'est vraiment la plus importante et ça fait lien avec ce qu'on disait avant sur le marketing d'influence. C'est l'engagement, c'est vraiment la métrique la plus importante pour un professionnel DRP, mais également la portée potentielle, les impressions, le sentiment généré qui est mesurable avec TalkWalker. Après, voilà, le sarcasme n'est pas forcément pris en compte, mais c'est assez important à prendre en compte. Et là, vous avez encore d'autres indicateurs qui sont pris en compte, comme Ouais, la part de voix. Mhm. ouais. Et puis la VE, je ne sais pas si tu l'as mentionné au début, la VE, c'est l'équivalence publicitaire, qui Mm. est effectivement un indicateur ancien, mais qui continue d'être mesuré. Alors, je vois toutes vos questions, je vais répondre à la fin. Comme ça, parce que là, il nous reste à peu près 2 minutes de présentation. Déjà, on arrive, c'est bientôt fini. Alors, hop. Donc là, pour conclure, là, c'est vraiment un exemple de métrique utilisée pour prouver le ROI. C'est ce que disait Stéphanie juste avant. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de prouver le retour sur investissement de vos actions. Donc là, vous avez les différentes métriques possibles. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais voilà, c'est tout ce qui importe pour un partenariat d'influence. Et je vous invite à revenir sur cette slide-là, parce que c'est vraiment intéressant de la prendre en compte et de prendre en compte chaque métrique, en fait, pour vos rapports. Ouais. Et vous voyez, juste 2 secondes, Clélia, parce que tu Oui. vois, on parlait des contenus. Il y a la sixième métrique, 21%, c'est la Mhm. qualité de l'UGC. Donc, C'est c'est ce du que tu disais. User Generated Content. C'est en fait la qualité du contenu qui va être créé par l'influenceur. Donc, comment ça va se passer? Vous allez rentrer en contact avec l'influenceur, vous allez discuter de l'opération que vous souhaitez mener et vous n'allez pas lui fournir un contenu qui va juste relayer, mais en fait, il va créer le contenu et ensuite va le relayer. Et donc, la qualité de ce contenu est aussi un indicateur intéressant dans la mesure Tout à fait, de l'opération que vous menez. Ouais. oui. Mm. En tout cas, pour 21% des personnes qui étaient interrogées, ce n'est pas négligeable. Voilà, pour les personnes qui ont été interrogées, après, ça dépend, encore une fois, de votre stratégie, de votre positionnement. Ça varie, hein, bien sûr. Ça, c'est un rapport exhaustif, mais ça peut varier. Donc là, voilà, on arrive à la fin du webinaire. On a fait une checklist des tendances RP à prendre en compte cette année. Donc, vraiment prendre en compte qu'on est dans un contexte de défiance et une guerre de l'attention, comme ce qu'expliquait Stéphanie au début. C'est que l'essentiel, c'est de savoir communiquer au bon moment, à la bonne personne, faire en sorte que notre contenu soit lu par la bonne personne au bon moment, quoi. Et le contenu est roi, le storytelling est clé. Vraiment une bonne chose à prendre en compte pour un professionnel d'RP, je pense. Et voilà, le rapport a prouvé que la frontière avec le marketing se réduit. Beaucoup de secteurs d'expertise sont en commun désormais, on vous l'a prouvé. Hein. Donc c'est important de le prendre en compte et de le savoir. Et également, les RP sont dans une démarche héroïste. L'importance des mesures, des campagnes d'influenceurs, le benchmarking concurrentiel. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est pas fini. Maintenant, Merci. on va arriver aux questions. Donc, Stéphanie, je vais les énoncer. Ce sera à nous deux d'y répondre. Ouais, Euh, avec plaisir. on m'a posé la question, est-ce que le rapport est disponible? Oui, le rapport est téléchargeable gratuitement sur notre site internet. Vous pourrez aller dans la rubrique Académie, blog. Et là, bon, c'est le premier contenu, hein, vous ne pouvez pas le louper. Également, une personne m'a demandé comment contacter Stéphanie. Il y a son contact juste ici sur la slide. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, sinon vous me trouvez aussi facilement sur LinkedIn et sur Twitter, c'est le @Stephy STEPHY 1674. Voilà, impeccable, donc n'hésitez pas. Voilà, Euh, vous savez je... tout. Vous savez tout. Donc, je lis vos questions au fur et à mesure. Tac, 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 tac. Est-ce qu'un envoi du PowerPoint est prévu? Bien sûr, je vous l'envoie juste après.
comment détecter un influenceur pour une industrie dans un domaine particulier et comment la fabrication de vente de véhicules électriques... en gros, une personne qui travaille dans le domaine de la fabrication et la vente de véhicules électriques utilitaires me demande comment détecter un influenceur. Bien. En fait, c'est pas très compliqué. C'est un travail de cartographie. C'est-à-dire que on va, alors avec l'outil TopoCoeur et Clélia pourra sans doute vous expliquer comment on peut faire, mais globalement, on va aller regarder sur votre sujet, donc le véhicule électrique ou la mobilité électrique, quelles sont les personnes qui en parlent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, on va aller regarder par exemple dans les bios de certains, dans les bios des personnes. Donc ça, c'est l'outil qui le fait. On va rentrer une requête, en fait, on va rentrer une requête dans l'outil avec un certain nombre de mots-clés et cette requête va aller chercher à la fois dans les contenus publiés et à la fois dans les bios. Et ça va nous donner déjà une première idée de quels sont les gens qui parlent de votre sujet. Et puis ensuite, c'est aussi un travail manuel. Nous, on le fait à l'agence. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a le RGPD. Donc, il faut vraiment n'utiliser que des informations publiques quand vous faites une cartographie. Ça, c'est essentiel. Donc, exact. Sur la base des données que vous remontez de TopoCoeur, ensuite, vous allez faire un travail de recherche de cette personne, qu'est-ce qu'elle publie, est-ce qu'elle est active sur les réseaux sociaux, quelle est la taille de sa communauté, comment elle parle du véhicule électrique. Donc, il y a un travail qui n'est pas compliqué à mener, qui est long. Souvent, faire une cartographie, ça prend, je sais pas, entre 4 et 6 semaines. Mais ça vous permet vraiment d'aller identifier, en général, on ressort avec 200 personnes qui vont être des personnes dites influentes sur votre sujet. Donc, on peut le faire, j'allais dire, sur à peu près toutes les thématiques, parce que le véhicule électrique, je vous parlais tout à l'heure des machines-outils, donc ça peut être très, très fin comme travail. Après, tout l'enjeu va être en fait de bien savoir comment adresser les personnes. C'est-à-dire qu'il y a des influenceurs avec lesquels on va se dire on va être plutôt dans une logique de co-création de contenu. Il y en a d'autres où ça va être peut-être simplement des logiques d'interaction, de veille en fait de ce qui dit sur les réseaux sociaux et de rebond ou d'interaction entre les réseaux sociaux de la marque et eux. Ou après, ça peut être, je sais pas, des logiques plus RP classiques. Avec, par exemple, je ne sais pas moi, un expert de la mobilité qui serait extrêmement présent sur LinkedIn. On peut être dans une publication d'une tribune, par exemple, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le travail de départ, c'est vraiment un travail de cartographie. Et nous, à l'agence, on utilise TopoCoeur pour faire ce travail-là de cartographie. Oui, tout à fait. Plusieurs personnes me demandent, oui, mais comment souscrire à TopoCoeur? Moi, je suis indépendant, donc c'est malheureusement trop cher pour moi. Si vraiment ça vous intéresse, on a la possibilité, j'ai pas envie de faire une offre de commercial là, mais vous avez la possibilité de souscrire à un modèle basique. On ne s'adresse pas que à des grandes marques comme Michelin. Voilà. Donc, bien sûr qu'on s'adresse à des petites agences, des petits comptes. Et donc, vous avez un modèle basique qui est à 6 000 € l'année, qui est pour le coup, je pense, abordable pour un indépendant. Ça dépend bien sûr de quel indépendant. Après, quand on est indépendant, je ne sais pas, Clélia, si c'est possible, mais peut-être on peut se regrouper aussi. Voilà, oui. On peut se regrouper à plusieurs indépendants si on trouve que, que l'outil est intéressant. Et voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un abonnement avec. Oui, ça arrive souvent. Oui, tout à fait. Voilà. Également, on me demande, est-ce qu'on peut avoir une définition de l'EMV? Donc ça, c'est quand on parlait des métriques et de l'UGC. Donc l'EMV, c'est l'initiale de Earned Media Value. Donc c'est l'équivalent en valorisation média, l'équivalent publicitaire. C'est un indicateur d'efficacité des opérations presse et des campagnes d'influence. Donc il me semble, dans mes souvenirs, c'était pas la métrique dans les métriques les plus importantes. C'est quand même assez intéressant, mais voilà. Après, juste ensuite, il y avait la définition de l'UGC, c'est User Generated Content. Donc, c'est le contenu généré par les utilisateurs. Tu voulais dire quelque chose, Stéphanie? Non, c'est parfait. Voilà. Rien à ajouter.
J'espère que j'ai répondu à cette question-là. Ensuite, on me pose des questions. Est-ce que vous avez les taux moyens d'engagement et à partir de combien on considère qu'un engagement est fort? Alors vraiment, ça dépend totalement du secteur. Ça dépend de la taille de votre influenceur. C'est ce qu'expliquait Stéphanie. Si vous avez... Ça dépend du réseau aussi. voilà. Les taux d'engagement, excuse-moi, les taux Non, d'engagement ne vas-y. sont pas les mêmes en fonction des réseaux. Alors, je ne sais plus, moi j'avais en tête des taux qui ne sont pas très, très élevés. Il faudra peut-être que je me remette à jour, mais j'avais quelque chose comme 2%, je crois, sur Facebook ou Twitter. Donc, il faut vraiment, en fait, il Mhm. faut, ça c'est, j'allais dire, il faut fixer les KPI au moment où vous faites votre stratégie Exact. de marketing d'influence. Donc, il faut Mm. vraiment considérer, comme le disait Clélia, le sujet, les influenceurs que vous souhaitez, que vous allez toucher. Effectivement, on a vu que plus ils sont petits, en fait, plus les taux d'engagement sont forts. Et sur certaines communautés, la communauté n'est pas très large, mais la part de voix et le taux d'engagement des influenceurs sont assez importants. Et puis, il faut regarder les canaux. Parce qu'en fait, les taux Mhm. d'engagement vont différer par exemple, sur Twitter, Insta ou Facebook et LinkedIn. Donc, Ouais, voilà. c'est vrai que ça Les, change beaucoup. Ouais. Mm. voilà. Si vous voulez, enfin, vous pouvez tester, par exemple, je sais pas moi, tester une campagne d'un concurrent avec un hashtag utilisé par l'un de vos concurrents, et là, vous pourrez vous positionner, par exemple. Mais l'essentiel, c'est comme ce que dit Stéphanie, c'est de savoir ce que vous cherchez. Si vous faites appel à TalkWalker, il faut vraiment savoir pour quelle raison, en quoi ça s'inscrit dans votre stratégie. Et généralement, c'est pour une stratégie long terme. Hein. Et il faut savoir quelle est d'abord la bonne personne qui utilisera TalkWalker. On m'a posé la question de à quel point c'est facile d'utilisation pour sa destination de qui. Avec TalkWalker et à destination aussi bien d'un professionnel DRP qui est plus spécialisé dans les relations presse que d'une personne vraiment alerte sur les datas qui est plus community manager. Ça dépend vraiment de comment vous allez configurer l'outil. Donc vous aurez un account manager, un CSM, qui vous formera sur l'outil et qui vous expliquera réellement voilà, comment paramétrer vos projets en fonction de votre niveau d'expertise. On s'adapte. Et pendant que tu parlais, je regardais, donc c'est bien ça en fait. Moi, j'avais en tête un taux d'engagement moyen de 2%. Et là, je Mhm. regardais rapidement sur Instagram, c'est entre 1 et 3%, c'est Ah, considéré comme un bon taux d'engagement. Donc, c'est ça en fait, les taux d'engagement, c'est à peu près ce que j'avais en tête. ok. Ouais, c'est top. Après, on me demande, et pour LinkedIn, quel est le taux d'engagement? Vraiment, ça dépend. Et comme expliquait Stéphanie, c'est que sur LinkedIn, ça dépend du secteur. Parce que il y a différents types d'influenceurs. Un influenceur, ça peut être une entreprise, ça peut être une personne, ça peut être un PDG. Ça dépend de ce que vous cherchez, en fait. Le taux d'engagement varie. Non, ouais, et en fait, donc sur LinkedIn, pendant longtemps, on avait du mal en fait à calculer parce que de mémoire, sur les contenus, il y avait assez peu, enfin, il y avait les commentaires et les likes qui rentraient en fait dans le calcul du taux d'engagement. Mhm. Et en fait, LinkedIn a un taux d'engagement beaucoup plus faible en moyenne que les autres plateformes. Donc maintenant, je ne sais Mm. pas où ça en est parce qu'ils ont ajouté un certain nombre de réactions, applaudissements dubitatifs. Il y a maintenant 5 Ça, ouais. réactions. Donc, Mm. il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, d'une manière générale, les taux d'engagement sur LinkedIn vont être moins élevés que sur les autres réseaux. Mhm. Donc, si on Ouais. était entre 1 et 3% sur les autres réseaux, on va être plus bas sur LinkedIn. Et on va Ouais. considérer, alors dans le taux d'engagement, on considère les commentaires, on considère les réactions et on considère évidemment les partages d'articles Ouais, ça et c'est de bien contenu. de le préciser. Oui, je suis d'accord, bien sûr, dans Cocker, c'est ce qu'ils prennent en compte. Et Voilà. vous avez Et, aussi. Oui, vas-y. et oui, excuse-moi, et de mémoire aussi, après tu me diras si avec Topoker on peut y avoir accès, mais de mémoire, en fait, il y a deux choses. Sur LinkedIn, je ne suis pas sûre qu'on puisse toujours voir le nombre de personnes qui ont été touchées par un contenu, sauf si on est admin de la page.
Mhm. Donc ça, c'est à vérifier. Et puis, il y a un autre point, c'est que vous l'avez Exact. peut-être vu, sur Instagram, ça évolue encore. Et si ce n'est pas déjà fait, ils sont en train de parler, ils parlent beaucoup de supprimer les likes. Alors, supprimer les likes visibles, j'allais dire par l'extérieur. En fait, Mhm. ils se sont rendus compte qu'il y avait une espèce de course au like et comme ça, l'engagement. Et du coup, aujourd'hui, moi, quand je vois, en fait, quand vous allez sur Instagram, si vous voyez qu'un contenu a été beaucoup liké, vous avez tendance à le liker. Et donc, Instagram, aujourd'hui, envisage de supprimer les likes visibles. Donc, Mhm. en fait, quand vous serez de l'extérieur, si vous n'avez pas un outil pour aller remonter la donnée, vous ne pourrez pas voir par exemple, qu'un post a fait 500 likes. Vous verrez vous pourrez le liker, mais vous ne verrez pas de l'extérieur que le post a fait 500 likes. C'est D'où ça. l'intérêt d'avoir vraiment un outil pour remonter la donnée et l'analyser. Voilà, tout à fait. Mais c'est pas encore développé en France, mais c'est à Non, surveiller, hein. mais ouais, ils en parlent quand même Mm, depuis super longtemps. Et je crois qu'ils ont fait c'est des ça. tests aux US. Oui, et tout à fait, oui, oui, j'ai regardé. Oui, parce que nous, Ouais, on surveille hein, quand même ouais. l'évolution J'imagine. social media. Et oui, oui, c'est déjà aux États-Unis, dans une partie des États-Unis, c'est déjà mis en place. Mm. Et oui. Après, j'ai une question auquel je pense que tu pourras répondre, Stéphanie. C'est que pensez-vous des agences d'influence qui se créent? Quelle est vraiment leur valeur ajoutée? Alors, effectivement, au fil des années, je veux dire, le filon des influenceurs s'est énormément développé, c'est devenu un vrai business. En fait, moi, j'ai eu l'occasion parfois de travailler avec des agents d'influenceurs. Qui font comme des agents de célébrité, ce qui font l'intermédiation entre une marque et un influenceur. Moi, j'aurais tendance à dire que ça peut être intéressant, en tout cas, de les contacter. Alors après, souvent, on est quand même sur des méga ou des macro-influenceurs. Mhm, D'accord. Souvent, on est plutôt dans des logiques de paid, donc de contenu payant. Mais il faut aussi se dire que les influenceurs, les macros et les mégas sont énormément sollicités et que donc ils ont besoin à un moment d'avoir des agents qui gèrent leurs relations avec les marques. Donc moi, j'ai pas d'a priori négatif. Je me dis après, il faut aller regarder en fait les agences d'influenceurs une par une. Mais il faut les considérer dès lors qu'on est vraiment dans une stratégie de campagne plutôt publicitaire et qui vise des méga ou des macro-influenceurs et qu'on est dans une logique de paid parce que derrière, il y aura un budget de toute façon. mm. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est toute une question de budget, hein. On fait appel à une agence d'influenceurs, ça peut être intéressant, mais j'imagine que c'est plus pour des grandes entreprises dans le... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Après, il Mhm, faut juste être vigilant, c'est-à-dire que pour moi, l'agent d'influenceur, c'est vraiment celui qui va avoir la capacité de faire l'intermédiaire de manière efficace avec un influenceur. Les agences qui vous proposent des espèces de listes à la Prévert d'influenceurs à contacter ou qui vous disent que à travers une plateforme lambda, vous aurez accès à 50 influenceurs, je suis un peu plus dubitatif parce que je me dis que finalement, aller identifier des influenceurs de manière qualitative, on peut le faire avec les bons outils, avec la bonne méthode. Et puis, voilà, moi les agents, je ferais plutôt appel à elles pour mhm. entrer en contact avec quelques influenceurs en sachant très bien ce que je veux faire derrière. Voilà, mais je ne prendrai pas forcément d'abonnement pour, voilà, pour avoir accès, par exemple, à une plateforme d'influenceurs. Mm. Parce que, ouais, voilà, Ouais, je suis je assez pense que d'accord. ça, Mm. c'est quelque chose qui a peut-être moins, en tout cas moi, qui a peut-être moins de valeur ajoutée. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que... Ah, j'ai une dernière question après. Je pense qu'on va devoir se quitter parce qu'on atteint la limite. Alors, les 3 étapes clés de la prise de contact avec un influenceur selon moi, selon vous. Ah, d'accord. Les 3 étapes clés avec la prise... Bon, bah, personnellement, je sais que chez Taquacar, on le fait. Il n'y a pas d'étape clé, je veux dire, universelle, hein.
puisque en fait, c'est assez humain. On échange avec un influenceur, c'est une personne. Donc, pour moi, l'essentiel, la première étape, c'est la première prise de contact. Ensuite, c'est peut-être de l'appeler directement pour échanger sur votre projet. Je sais pas ce que tu en penses, Stéphanie. Ben, en fait, oui, donc vous avez fait votre cartographie, vous savez à peu près quels sont les influenceurs qui seraient pertinents pour votre opération. Après, vous allez être dans une logique vraiment de relation publique, c'est-à-dire que c'est une personne à laquelle vous allez vous adresser. Donc, encore une fois, si c'est un macro-influenceur dont c'est vraiment le métier, vous allez pouvoir passer par un agent ou éventuellement contacter en direct, mais souvent, ils ont quand même des agents. C'est vrai. Voire peut-être moins pour les mégas, oui, les macros, non. Mais en fait, vous contactez. Le truc, c'est qu'en fait, il faut que vous sachiez ce que vous voulez lui demander et il faut que votre demande, elle soit intéressante pour lui. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment une négociation gagnant-gagnant. Il faut que la marque, évidemment, gagne quelque chose, mais l'influenceur, son fonds de commerce, c'est la qualité de ses contenus, c'est son image. Et vous avez des influenceurs aujourd'hui qui font de plus en plus attention à ça. Hein. Enjoy Phoenix, il y a quelques temps, elle a fait une vidéo en disant mais moi je suis submergée tous les jours, je reçois des colis de produits de beauté dans tous les sens, etc. Et moi, ça correspond beaucoup, enfin, ça correspond plus à mes valeurs. Quoi. Moi, j'ai envie de, je vais pas devenir un panneau publicitaire. Donc, en fait, elle a pris le parti de refuser. Donc, maintenant, elle refuse les envois comme ça de produits. Elle ne fait plus la promo de produits de beauté. Donc, en fait, quand vous allez travailler avec un influenceur, avant même de le contacter, il faut que vous sachiez ce que vous voulez lui demander et que vous ayez quand même été voir un peu qui il était, comment il parlait sur ses réseaux, pour que votre demande, elle soit intéressante pour lui et qu'elle soit en accord avec ses valeurs aussi. Et en tout cas avec ce qu'il veut défendre. Et puis après, vous rentrez dans des logiques de voilà, de négociation, comme j'allais dire, comme quand vous négociez un sujet avec un journaliste ou avec un partenaire. Quoi. C'est des logiques de conviction et de négociation. Et après, encore une fois, hein, ça dépend si vous êtes dans des logiques aussi de paid ou pas. Parce que si vous êtes dans une logique où vous êtes une marque, je prends un exemple au hasard, hein, une marque de produits de bébé, vous voulez travailler avec 10 influenceuses mamans et vous avez un petit budget pour chacune, là, vous allez rentrer dans une logique où voilà, elles aiment la marque, elles aiment votre marque, vous allez leur envoyer un certain nombre de produits qu'elles vont tester et avec une petite rémunération, elles vont s'accorder pour faire par exemple une vidéo sur YouTube, un post sur Insta, un post sur Facebook. Voilà, qu'elles vont pousser. Et donc, en fait, c'est un espèce de deal avec un contrat. Après, si vous travaillez, par exemple, avec des influenceurs, des micro-influenceurs, je reprends l'exemple des agriculteurs, vous êtes plutôt comme ces agriculteurs, vous allez constater que sur leur plateforme, par exemple, ils publient beaucoup de contenu, vous allez peut-être être dans des logiques plutôt de co-création de contenu, de choses comme ça. Et ça va être peut-être un peu moins contractualisé et il n'y a pas de... Enfin, s'il y a du budget qui rentre en ligne de compte, c'est peut-être plus du budget de production de contenu que du budget de sponsorisation. Et aussi, toujours un truc qui me semble extrêmement important en RP, quand vous faites du marketing d'influence et que donc il y a des contenus qui sont produits sur votre marque, prévoyez toujours un petit budget publicitaire parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, avoir un petit peu d'argent pour pousser les contenus, c'est leur donner de la visibilité, c'est toujours mieux. Ouais, tout à fait d'accord. Donc, l'essentiel, c'est comme bien réfléchir sur comment, la première étape, en fait, comment prendre contact avec eux. Donc, toujours votre stratégie. Bon, en tout cas, merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi et merci à vous. Oui, merci beaucoup et je pense que tu as bien répondu à toutes les questions et surtout tu as donné ton avis d'experte du secteur qui est précieux, qui n'est qu'un avis. Qui n'est qu'un avis, exact, qui n'est qu'un avis. Donc après, à vous de vous faire votre avis sur le secteur, sur le rapport. Voilà, c'est un point de vue parmi tant d'autres. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi il n'est pas téléchargeable. Il est téléchargeable, vous recevez juste un mail 5 minutes après avoir appuyé sur télécharger. Ça prend un petit temps, c'est juste ça. Mais vous allez le recevoir et si jamais ça ne marche pas, envoyez-moi un mail, c'est.travail@tokoker.com, je vous l'enverrai directement. Voilà. Bon, merci beaucoup et n'hésitez pas
à vous connecter pour notre prochain webinaire avec avis vérifié. C'est sur la gestion de la e-réputation grâce aux avis clients. Voilà, merci et à bientôt. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée.